us this morning. We've got a very intimate audience, I can see, so hopefully that will encourage some very organic and dynamic discussion. We obviously want these to be as interactive as possible, so please, we'll have a question and answer session at the end. Please feel free to follow up with the panelists. Is there any themes that you'd like to ask about? My name is Robert Tashima, and I am the Africa editor for the Oxford Business Group, emerging markets research firm. And I've got the pleasure of moderating this delightful panel this morning. We're lucky enough to be the first workshop at the forum, so I certainly hope that everybody has had a chance to have their coffee. We'll be focusing on the mining industry specifically, which is obviously something of relevance not just to Gabon, but to dozens of other countries across the continent. Our specific focus for this workshop is the role and responsibility of national mining companies in developing the extractive sector. Now, this is in terms of engendering competition, stimulating investment, encouraging development, and improving regulations. These are all obviously particularly important in Africa, which is home to roughly 30% world's mineral reserves. The continent houses the largest, but the second largest reserves of everything from platinum to diamonds to gold and phosphates. These in turn equal billions of dollars of export revenue. That being said, investment in Africa as a proportion of global spending in the mining industry is still fairly limited. It has risen from a low of around 5% in the 1990s, but not by much. By the same token, value addition in African markets is equally limited, with most exports comprised of raw materials. This in turn represents a huge opportunity cost for African producers. Just by way of example, 1 ton of raw manganese is equal to about 1/3 of processed ferromanganese. So all of this means that there is obviously room for further growth. But that being said, mining is an expensive and long-term business, and it has a profound effect on host countries. It doesn't currently generate many jobs, but it does generate massive revenues. More importantly, it requires stability, requires trust, in some cases for decades, between public and private partners, between regulators and operators, between companies and citizens. Capital commitments must be made in a stable legal, political, economic, and social environment. And stakeholders, whether we're talking about artisanal miners or global majors, need to be confident that the benefits will be distributed in an equitable, transparent, and sustainable fashion. As a result, that means any discussion of mining companies, and national companies in particular, must take into account the issues of not just regulatory frameworks or fiscal regimes, but also issues such as value addition, local content, and sustainable development. So, to delve deeper into this today, we have a very impressive panel with us. First off, somebody who has extensive experience in the private sector, Rosalind Kenya, the Managing Director of Kina Advisory Limited, which is a socioeconomic advisory firm based in London that focuses on the mining and energy industries. But more pertinently, Rosalind has also served as the former Director General of De Beers USA and has also held a number of senior positions at Tullow Oil. Next to her, we have Christian Nyong, the Mining and Metals Advisory Leader for the Europe, Middle East, India, and Africa region at Ernst & Young. He's no doubt a familiar face to many of you who attend these mining conferences. Christian has been at Ernst & Young for just a little over 2 decades now, I believe, and has a long history of working not only on mining issues, but also in Africa, where he served as a country managing partner for Guinea and the DRC. Next, we have a woman with incredible public sector experience, Amina Benkhadra, the Director General of Morocco's National Office of Hydrocarbons and Mines,
and the former Minister of Energy, Mines, Water, and the Environment. An engineer by training, she has spent more than 3 decades in the industry. And last, but certainly not least, we have Tafsir Camara, Secretary General of the Société Équatoriale des Mines, Gabon's national mining company. Tafsir was originally an auditor with a focus on extractive industries and can speak on a host of mining issues, but perhaps most pertinent for this discussion, he has worked in Guinea, he's worked in the Republic of Congo, he's worked actually all over the place and can bring a comparative perspective to this discussion. Now, as I mentioned, this is a forum and it's not a classroom, so we'll dispense with the PowerPoints and we'll dispense with the lectures and jump straight into the discussion before wrapping up with a few questions from you, the audience, to follow up on any themes that are worth further exploration. So, without further ado, let's get to the good stuff. And I'll abuse my position as moderator and select my first victim. Perhaps we can start with Christian, to help set the tone of the discussion in terms of the roles of national mining companies. What sorts of models are there currently in Africa in terms of management structures and policy planning that you've seen as far as national mining companies are concerned? And what are the sort of strengths and weaknesses of those various templates? Merci Robert. D'abord, pour un petit peu planter le décor, nous sommes en train de finir EY, nous sommes en train de finir une mission de conseil sur une société nationale en Afrique. Et on a été obligé, dans le cadre de cette étude, de benchmarker un certain nombre de sociétés minières nationales de par le monde, en partant des plus petites jusqu'aux plus grandes. Et on a dégagé 3 modèles théoriques principaux. Je viens de théorique parce que la réalité est un peu plus complexe à l'arrivée. Les 3 modèles étant le premier, compte tenu aujourd'hui des codes miniers qui existent en Afrique et la tendance sur ces codes miniers pour donner à l'État une participation d'office en fricari qui oscille entre 10 et 30-35% selon les tendances, 35% étant quand même un chiffre tout à fait exceptionnel. Nous avons donc un premier rôle qui est le rôle de porter des participations pour le compte de l'État. C'est une des grandes tendances que l'on constate aujourd'hui, et plus particulièrement parce que le ministère des Mines en lui-même, pour de bonnes, de mauvaises raisons, n'a pas pour objet de porter ses participations. Le deuxième rôle que l'on constate aujourd'hui, le deuxième schéma théorique dans lequel une société nationale peut se trouver, est un rôle plus terrain de prospecteur géologique. Donc, la société nationale reçoit de la part du ministère des Mines, généralement, ou du cadastre minier, comme tout opérateur normal, un certain nombre de permis et est là pour les travailler. Elle est donc investisseur. Pour être investisseur, elle a besoin de moyens et en ce sens, soit elle-même a les moyens de le faire, soit elle trouve des sources externes dans les limites du funding gouvernemental, parce que quelque part, les institutions de Bretton Woods, et particulièrement le FMI, veillent aux problèmes d'endettement sur un certain nombre de pays africains. Et on est en train de voir qu'un certain nombre de lois sur les engagements par les sociétés para-étatiques sont en train de se mettre en place pour éviter d'avoir des surprises en fin d'année au niveau macroéconomique par le FMI. Donc on constate que c'est dans ce deuxième modèle, en général, les sociétés nationales contractent des JV, soit avec des sociétés minières,
soit avec des subcontracteurs, afin de générer un certain nombre de recettes, soit pour faire porter les dépenses par l'opérateur privé, externe, qui lui va profiter du savoir-faire de la société minière, celle-ci étant nationale et étant bien relationnée évidemment au niveau du pays. Dans les JV qu'on peut avoir avec des subcontracteurs, ces JV peuvent être de manière générale soit avec des gens qui produisent de l'explosif, soit avec des drillers, soit éventuellement même sur de la géologie. C'est le cas particulièrement de la Sodemi en Côte d'Ivoire ou de la Sokipani en Guinée, qui ont un certain nombre de JV avec des subcontracteurs. L'exemple des explosifs est un excellent exemple parce qu'en général, dans les emerging markets, et plus particulièrement les Africains, les pays africains, la gestion des explosifs dépend essentiellement, généralement du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense, compte tenu du caractère spécifique des matières qui sont traitées. Donc le fait d'avoir une société nationale qui peut faciliter les relations avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense et qui endosse en partie la responsabilité de l'introduction de ces explosifs sur le territoire national est un plus extrêmement significatif. Et le troisième modèle est le modèle de pur opérateur minier, comme la Codelco par exemple, ou comme l'OCP. Évidemment, ce sont les trois modèles qu'on a dégagés. On n'a pas ipso facto un modèle pur qui existe, et on constate que dans la réalité, les sociétés minières nationales chevauchent l'un ou l'autre. Le troisième modèle étant un modèle plus à long terme, un modèle beaucoup plus mature, dans la mesure où d'abord il demande énormément de capitaux, il également demande une main-d'œuvre beaucoup plus intensive et il demande à ce que les périmètres qui ont été explorés soient effectivement à maturité. Or, on sait tous que dans le secteur minier, en dehors des aurifères, sur l'aluminium, sur le cuivre, etc., on a quand même des délais qui oscillent entre 8 et 15 ans en fonction des périmètres. Voilà un petit peu en gros les trois modèles principaux qu'on a identifiés. Un autre élément qui est important de citer et sur lequel on reviendra l'ensemble des panélistes sur ce sujet, c'est à la fois la détermination d'une approche microscopique microscopique ou microéconomique pour la société minière, donc elle a son rôle à jouer, et à la fois un rôle macroscopique par rapport à un certain nombre de concepts sur lesquels on reviendra en détail. Et enfin, le troisième point qui me semble essentiel par rapport à ces sociétés minières nationales, c'est un problème d'une part de transversalité, de globalité et un problème de long terme. Donc, on dit en anglais, en français de pérennité et en anglais de sustainability. Et Amina a l'intention de développer de façon extensive ce thème-là également. Voilà un petit peu les trois, pour lancer un peu le débat, voici un peu les trois éléments principaux qui me semblait nécessaire de mettre en exergue par rapport à ces sociétés nationales. Ce qui est sûr, et ce que nous anticipons, c'est que ces sociétés nationales sont sur la vague porteuse, se développent et sont un modèle qui est à la mode aujourd'hui, ça c'est clair, mais qui est un modèle, à mon avis, nécessaire et important compte tenu de la transformation du continent africain et de la mise en valeur des richesses du sous-sol africain. C'est pratiquement un must et on considère que demain, chaque pays aura ses sociétés nationales, ses champions nationaux. Il faudra alors, de façon intelligente et équilibrée, déterminer leur rôle, les responsabilités et les limites, et ainsi que les notions de transparence et de gouvernance de ces sociétés nationales, pour éviter qu'on se perde dans des échecs et dans des éléphants blancs comme on l'a connu dans le passé. Perfect. Thank you so much, Mr.
I think that gives us a good starting point for the rest of this discussion, given those three templates that Christian outlined there in terms of the different formats that a national mining company can take, whether it's direct shareholding intervention by the state, or a prospector or joint venture partner for other firms, or in and of itself, a national champion, a national operator. I think that actually segues nicely to perhaps Amina, who can speak a little bit further about some specific examples relative to her experience in Morocco. Amina, how can competitive national mining companies such as OCP be cultivated and be competitive in today's modern world? And what role can state and parastatal agencies play in terms of fostering cooperation within Africa's mining sector? Effectivement, comme cela vient d'être dit, l'existence de grands opérateurs miniers nationaux est un modèle de développement pour les ressources des matières premières, mais dans le cas où on dispose de rente au niveau de cette matière. C'est-à-dire qu'on puisse disposer de suffisamment de ressources, de capacité à avoir une vision à long terme et de capacité à être un acteur majeur sur le marché de la substance concernée. Donc, ça ne peut pas être développé de manière systématique, et donc je rejoins ce qui vient d'être dit par mon collègue qui a affirmé trois types de modèles, dont la société opérateur minier national. Avant de parler du cas de l'OCP, qui est aujourd'hui un exemple au niveau national mais aussi au niveau mondial, je voudrais rappeler qu'au niveau du Maroc, il y a dans le secteur minier, qui a une longue tradition minière, une organisation assez ouverte, avec un établissement public comme le NIM que je dirige, et qui a été pendant longtemps à la source du développement de toutes les richesses minières du pays, hors phosphate, qui est un établissement public et qui, avec une évolution sur les 20 dernières années, d'une ouverture et d'une privatisation très forte, garde une participation et une intervention de l'État pour avoir un minimum de souveraineté sur ces richesses naturelles. Et c'est donc l'Office qui va intervenir sur des substances où nous n'avons pas une place marquée au niveau international, mais intéressante au niveau africain, pour le cuivre, le plomb, le zinc, l'or, l'argent. Pour la matière première essentielle que sont les phosphates, nous avons un opérateur public organisé en société privée et qui dispose d'une richesse qui est celle des phosphates, puisque nous avons les premières réserves au niveau mondial, que l'OCP est le premier exportateur de phosphate et le troisième exportateur d'engrais phosphatés. Et ce qui fait la force de l'OCP, c'est d'abord cette richesse extraordinaire, mais surtout aussi une organisation et une gouvernance qui sont également à souligner dans la mesure où c'est un organisme qui a une vision à long terme, qui a une stratégie de développement avec des plans d'action à moyen et long terme pour jouer son rôle non seulement au niveau national en tant que société créant de la richesse, contribuant au développement inclusif avec des interactions dans son environnement, dans le développement non seulement de la matière première et de la transformation qu'il en fait, mais également dans la création d'emplois, dans le développement environnemental et dans, disons, le développement du tissu des entreprises, des petites et moyennes entreprises industrielles, qui sont un maillon essentiel dans ce que nous appelons le développement inclusif. Donc l'OCP, grâce à cette vision stratégique, a aussi une démarche pour maintenir son positionnement et sa compétitivité avec toujours cette vision de long terme qui lui permet d'assurer le développement de la matière première. Et nous avons aujourd'hui des plans de développement pour multiplier par 2 la production du phosphate brut, mais en même temps pour multiplier par 3 le développement de la transformation et de la production des engrais. Et donc là, c'est un contributeur au niveau national en termes de revenus, en termes d'exportation, en termes de développement des infrastructures, routes, ports et également aéroports. Mais c'est également un organisme qui a une dynamique à l'international, dans la mesure où il est sur une substance qui a un caractère lié à la sécurité alimentaire. L'OCP a développé des partenariats à l'international pour développer et produire l'acide phosphorique et les engrais phosphatés, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger,
en multipliant toutes les synergies possibles pour assurer la disponibilité du produit au meilleur coût, nous en apportant notre phosphate au meilleur coût et le partenaire en apportant également une contribution, soit parce qu'il dispose de gaz pour la production d'acide phosphorique, d'ammoniac puis d'acide phosphorique et des engrais. Et tout ceci dans une vision de contribution à la sécurité alimentaire mondiale et pour pouvoir disposer d'engrais au meilleur coût au niveau international. Et un des derniers partenariats qui a été signé, notamment avec le Gabon, c'est celui de créer une entreprise de fabrication d'engrais qui serait au service de la disponibilité d'un engrais au meilleur prix pour un certain nombre de pays africains et pour assurer l'accès aux engrais au meilleur coût et pour limiter également les filières de distributeurs qui finissent par faire aboutir le produit à des coûts exorbitants et c'est l'agriculteur africain qui en paie le prix. Or, l'Afrique est riche par des terres arables énormes, 60% des terres arables sont en Afrique, mais elles n'ont pas la productivité qu'il faut. Et parallèlement à ce positionnement, disons, majeur et une vision de contribution à une sécurité alimentaire et à une facilitation de la disponibilité du produit de base pour les agriculteurs, l'OCP mène également des programmes extraordinaires en termes d'accompagnement à l'analyse de la fertilité des sols dans plusieurs pays africains, avec des caravanes qui sont prévues dans plusieurs pays pour les accompagner à déterminer les cartes de fertilité et pour pouvoir mettre au point les produits adaptés aux différents sols qui sont les leurs. Donc, pour conclure, une entreprise nationale, certes, mais organisée comme une société privée anonyme, avec également la référence à des normes internationales en termes de gouvernance, en termes de comptabilité, en termes de transparence. Les comptes sont publics et accessibles sur les sites et donc partagés. Donc tout ça revient également à ce qui vient d'être dit tout à l'heure, non seulement des capacités à avoir un leadership, une vision de long terme, une capacité à assurer, à contribuer au développement durable dans son secteur, mais également des exigences de gouvernance qui sont extrêmement importantes. Et je pense qu'au niveau de notre continent, il y a des richesses extrêmement importantes dans plusieurs de nos pays et il y a dans plusieurs pays des substances autour desquelles peuvent se constituer des sociétés nationales d'envergure. Si nous prenons par exemple la Guinée-Conakry avec les plus beaux gisements du monde pour le minerai de fer, il est possible demain de développer des sociétés nationales capables d'assurer autour d'elles cette croissance inclusive qui est nécessaire pour faire décoller les secteurs des matières premières dans un certain nombre de pays de notre continent et non pas de continuer où l'or par exemple au Mali ou ailleurs. Et donc il faut qu'à partir de ces richesses, les pays africains puissent assurer leur organisation du secteur de manière optimale, la bonne gouvernance, disons la limitation des difficultés que nous avons aujourd'hui en termes de problèmes d'infrastructure, d'accès à l'énergie qui sont des handicaps au développement approprié de ces secteurs. Donc toutes ces composantes de la gouvernance, de l'organisation, du cadre réglementaire clair et également de la formation appropriée des ressources humaines est essentielle, je ne l'ai pas dit, pour l'OCP, mais l'OCP, au-delà de ses propres besoins, développe des programmes qu'on appelle OCP Skills qui permettent d'assurer la formation dans les différents métiers de l'industrie phosphatière, mais également de tous les services connexes pour assurer la disponibilité d'une main-d'œuvre de qualité pour elle-même, mais pour tous les sous-traitants qui tournent autour du pôle OCP. Voilà un petit peu en gros, mais on pourra revenir sur certains points tout à l'heure. Perfect. Thank you so much, Amina. I think that gives us a really good understanding of the role that national mining companies and really national champions, because that's what Morocco's phosphate company is, not only in terms of developing the sector within a country, but also developing it on a regional level. And as Amina pointed out, obviously that's never a sort of systematic thing. It requires some very unique and idiosyncratic factors like available resources and long-term planning. One thing that Amina said that I think was really perhaps worth following up on was the role that these national mining companies can play in terms of encouraging the development of local SMEs and local employment. So I'd actually like to direct now the question to Rosalind and ask, given your experience particularly with De Beers, but also what you've seen in countries around Africa,
Obviously, we're seeing a growing push for increased local content and local procurement. How can national mining companies best support either direct employment or the development of SMEs within a country? I'm going to use the example of Debswana, which is a joint venture between the Gabon government, sorry, not the government, the Botswana government and De Beers. And I think that's, again, quite an interesting model because it started off by the government of Botswana taking a 15% share in a joint venture company with De Beers. And so that mining company started off already with state participation. And that has increased over the years, and now the Botswana government has 50% share in Debswana, De Beers has 50%. But I think what's more interesting is that the government of Botswana, Debswana doesn't itself go out beyond the borders of Botswana to look for prospects or to do business. But it has a 15% share in De Beers, the parent company, and it's through that I would say it enters the global market. I think the other very interesting thing about the Debswana model is that since the company has been in existence now for over 40 years, as time went on, it decided, or the government of Botswana decided that it was going to go further downstream. So not just stay upstream in for exploration and production of diamonds, but actually to go down into the sorting and actually sales of rough diamonds. And before, all that was done in London, at De Beers in London, and at the end of last year, following quite a few years of negotiation, those whole operations were moved to Botswana. So it means that already you have an increase of employment opportunities in Botswana. It also means that you have other linkages. So in addition to companies directly supplying Debswana, the mining company, and then DTC Botswana, which is the sales and marketing arm now of De Beers in Botswana, you have restaurants that need to open up, you have hotels that need to open up, you have people who need to supply stationery, but already you have a massive increase in the supply chain. And this comes about because the national companies, those companies based in country, now need to look for local suppliers. It will be extremely expensive for those things to be imported in from countries outside. I know that as a result of DTC Botswana opening, De Beers Botswana opening, the airport has had to go through a rebuild. I mean, I don't know how many of you have visited Botswana airport, but it was rather tiny, and if you got there before 6 a.m., there may not be anybody in customs waiting for you. So I think that has caused all these sort of linkages and other growths around the sector itself. Now, Botswana is a very small country, a 2 million population. So I think having as important an industry as a diamond industry, with all these other linkages coming in, it's quite significant for employment. My view is that national mining companies should also be incubators for training people for the sector. There's a lot of demand or requirement now, and rightly so, on multinational companies, mining companies coming in, and this applies to oil and gas sector too, I know we're not talking about that, but to have more local employees, and more local suppliers. And I think for a national company, they should also take that obligation quite seriously and look at it as a place for training people who can be used both in country, in the national companies itself, but also further afield, making these sort of skills available to multinational companies that are going to come in country. I think one of the biggest challenges for multinationals coming into a country is where do we find the local people who are able to be employed, or the local companies that can supply us. And I think the national mining companies can be a good base for starting to build up those skills and those capabilities. Fantastic. But I think that example of Botswana obviously is sort of an ideal template in terms of the potential for increasing local processing activities in country, and really gives a good sense of what's possible in other African markets around the continent. One thing we've heard from both Rosalind and Amina is the role of these national mining companies in developing skill sets, developing training and educational institutes for the people who then work in the mining sector. And I think what's
really kind of interesting about this is that it's not just relevant for the big mining companies in terms of training the high-level engineers and technical experts, but also in terms of artisanal mining, in terms of giving people tools and skills to go off on their own. And obviously, artisanal mining as a percentage of overall mining activity in Africa is fairly limited when compared to the globals, but it nonetheless has a powerful multiplier effect. So I'd actually like to turn the discussion now to Mr. Camara and ask, what role can national mining companies play in terms of developing artisanal mining? Ok. Dans le cadre du Gabon, premièrement, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais juste compléter la typologie de Christian Niang tout à l'heure sur les sociétés nationales. Il a parlé de 3 modèles qui existent. Je voudrais juste ajouter un 4e modèle qui est actuellement mis en pratique au Gabon. C'est le cas du trading sur les métaux précieux, les pierres précieuses. C'est quelque chose que nous avons initié ici. Mais sinon, tous les différents points qu'il a eu à évoquer se retrouvent dans notre pratique. Au niveau maintenant de ce qui a été dit par Amina, nous nous retrouvons aussi totalement dans ce schéma. Notre particularité, c'est que nous insistons aussi beaucoup sur ce qui est la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est un point que nous avons ajouté à ce modèle. Et aussi, nous avons un objectif clair de diversification de l'économie aussi par rapport à la façon dont nous opérons. Donc, par rapport donc à ces points qui ont été évoqués, nous avons des programmes donc, pour le développement de l'emploi, mais aussi de la formation du personnel minier. Il y a des initiatives qui sont en cours, qui sont par exemple la création d'un centre de formation au métier des mines et de la métallurgie. Nous avons aussi des initiatives au niveau de l'université qui sont donc la création de masters dédiés au juridique et au fiscal minier aussi. Et nous avons aussi des initiatives au niveau de la société elle-même qui aussi assiste organise des concours pour les étudiants dans le cadre toujours des métiers, du management de ces entreprises. Je ne sais pas si vous voulez préciser. No, I think that provides a perfect idea about what some of the initiatives are in terms of fostering those skills. I think, Christian, do you have something to add? Plus particulièrement concernant le rôle des sociétés minières nationales par rapport à ce qu'on appelle les artisanaux, les clandestins. Le rôle est pour moi extrêmement clair et il rejoint les 3 postulats que j'ai émis par rapport aux operating models des sociétés minières nationales. D'abord, il faut se souvenir, il faut peut-être un peu expliquer la notion d'artisanaux et de clandestin. Pour moi, c'est lié à 2 schémas essentiels.
je peux l'illustrer de façon très pragmatique, puisque j'étais sur une mission au Kasaï, sur une société qui s'appelle la MIBA, qui différencie l'alluvionnaire et les kimberlites. Et la MIBA étant centrée sur l'exploitation de kimberlites et les fameux clandestins étant en fait sur de l'alluvionnaire. Les clandestins n'ayant aucun moyen d'attaquer les kimberlites en tant que tels, puisqu'il faut restreindre d'une façon plus ou moins technique. Donc, la première des choses, c'est que l'origine de ces artisanaux, de ces clandestins, c'est d'une part la pauvreté, et la deuxième chose, c'est la cupidité, non pas des clandestins, mais de ceux qui les exploitent. Donc il est clair que tant qu'on ne fédère pas, que l'on ne gère pas, et que l'on n'octroie pas à ces gens sans emploi des permis, qu'on les organise et qu'on rende leur travail transparent. Un autre exemple est le Katanga, où on organise aujourd'hui en coopérative un certain nombre de travailleurs dits artisanaux et où on leur donne un certain nombre de périmètres à exploiter de façon totalement officielle. Madagascar, même chose, il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là. Pourquoi est-ce que les sociétés nationales ont un rôle important en la matière? Parce qu'elles peuvent, étant nationales, avoir les dirigeants et les relations nécessaires pour créer un caucus, pour créer une concaténation de moyens, pour créer une vue commune sur du développement de richesse qui peut faire partie, qui peut être mis en place sous un modèle spécifique où on évite les problèmes de taxation, etc., et qui permet d'une part de fixer les populations, d'éviter qu'elles ne migrent en tous sens et d'éviter toutes les notions de criminalité qui est autour. Tout en respectant également des notions qui seront de plus en plus présentes et qui se renforcent de façon constante et irrémédiable sur la transparence. Je citerai évidemment l'ITIE, mais je citerai aussi parallèlement la Dodd-Frank et la traçabilité des minerais. Donc on va vers des modèles où les exactions, la non-transparence, la non-traçabilité des minerais, je pense particulièrement au coltan, ou des flux financiers y afférents, sera de plus en plus difficile. L'Australie et le Canada, l'Australie plus particulièrement vient de renforcer son code concernant les fraudes et la corruption, et le Canada vient de s'y mettre. Les Américains, il faut se souvenir que ce sont les plus anciens en la matière avec la fameuse FCPA, et que UK a suivi avec le UK Burglary Act et le Serial Fraud Office. Donc il n'y a pas d'illusion à se faire, il y aura un nettoyage irrémédiable, et entre parenthèses je rappelle le processus de Kimberley qui a été mis en place pour le diamant du sang. Il y aura un nettoyage irrémédiable, ça prendra le temps qu'il faut, mais il y aura un nettoyage irrémédiable sur ce genre de choses. L'OCDE s'en préoccupe également, donc je pense que si ce n'est pas encore dans l'état d'esprit des sociétés minières nationales aujourd'hui, elles auront d'une manière ou d'une autre à s'en préoccuper parce qu'elles ont un rôle clé, majeur, et elles sont peut-être les seules à pouvoir le faire de façon totalement opérationnelle et avec succès. Voilà un petit peu sur ces problèmes de clandestins ou de travailleurs artisanaux, c'est simplement un problème de pauvreté, et c'est un problème de pauvreté qu'il faut traiter, et il est traitable. Il existe des périmètres non intéressants pour les entreprises de nature industrielle qui peuvent être allègrement mis à disposition. C'est le cas dans un certain nombre de pays, et je crois qu'il faut le faire intelligemment. L'autre problème à traiter est la cupidité qui est afférente à ces filières peu transparentes, et il sera forcément à un moment donné aussi traité dans le temps. On ne peut pas imaginer que des pays qui n'ont pas les ressources naturelles dans leur sol puissent être les premiers exportateurs mondiaux de ces ressources alors qu'ils n'en disposent pas. Merci. I think that really highlights one of the key issues when talking about artisanal
mining is the fact that it is obviously quite different from what Christian just outlined there in terms of black market activity and clandestine activity. But it also highlights then the role that those national mining companies can play in terms of encouraging transparency, encouraging good governance, rolling out best practices and so forth. I think going back to what both you and Tasvir have said about the role of national mining companies in fighting poverty, obviously one of the ways that can happen is through direct employment. And as we've heard in the case of Botswana, there is certainly a lot of potential for producer countries to move up the value chain and to increase their share of downstream processing, to increase their share of local transformation. So I'd like to perhaps pivot the discussion a little bit and take a look at what national mining companies can do to encourage local transformation, what they can do to increase processing facilities, as we're beginning to see here in Gabon and Moanda with the manganese facility there on Komalo. What sort of potential there is and what sort of best practices have been rolled out elsewhere that might help encourage that. So to perhaps start this off, perhaps Tasvir, if you could speak to us about the examples of value addition and local transformation in Gabon that are currently underway. Ok. Au Gabon, il y a justement dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure sur la diversification de l'économie et aussi augmenter l'impact de l'activité minière sur le reste de l'économie, il y a une volonté politique claire qui a été définie dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent et qui constitue la valorisation, la transformation des ressources naturelles sur place. Pour cela, il y a un plan d'industrialisation qui a été défini et qui encourage la promotion du secteur minier justement par la création d'une structure comme la Société équatoriale des mines avec toute la gamme d'activités que Amina mentionnait tout à l'heure, et aussi par rapport aux sociétés minières existantes, c'est de les encourager justement à passer à la phase de transformation. Il y a deux exemples qu'on peut citer, sur le manganèse et sur le fer. Sur le manganèse, il y a actuellement la construction d'une usine de transformation du manganèse en silico-manganèse et en manganèse métal, et qui devrait normalement commencer à produire en septembre, au cours de l'année 2014. Il y a aussi un projet avec un autre minier, donc IGET aussi, qui concerne également le manganèse. Donc les plans sont d'avoir, c'est par étapes, donc 20% de transformation locale du produit en 2016 et puis 35% plus tard. Le deuxième exemple concerne le fer. Il a été trouvé que ce serait dommage d'avoir des jugements du style Belinga qui vont continuer à être utilisés, à être uniquement faire l'objet de commercialisation sans transformation. Donc par rapport donc, à ce projet, il y a de Belinga, il y a une volonté ferme de créer une industrie du fer au Gabon, donc avec toute la gamme, en partant des agglomérés à l'acierie ou à l'aminage du fer. Donc l'horizon, naturellement, c'est d'ici 2025, c'est d'avoir au moins 56% du fer qui sera produit au Gabon, qui sera transformé au Gabon. Donc il y a, et à côté de cela, donc, pour revenir sur le cas de la Société équatoriale des mines,
la Société équatoriale des mines, justement, dans tout son processus de travail, favorise cette transformation locale des ressources. Excellent. Mina, I think you might have some good examples of that. Si vous permettez d'attirer l'attention sur un point important, le développement des ressources naturelles exige, comme on le sait, des investissements extrêmement importants. Et donc, si les sociétés nationales sont de plus en plus en vogue pour pouvoir accompagner les États à défendre le développement de leurs produits, il ne faut pas non plus exclure le fait que cela donne lieu à des discussions très souvent importantes avec les institutions financières. Et ces institutions financières doivent prendre conscience que aider le continent à se développer, aider un certain nombre de pays à se développer, c'est leur donner les moyens d'assurer justement une transformation locale. Alors ce qu'on entend souvent dans plusieurs des pays de notre continent, c'est les difficultés que rencontrent les États ou leurs sociétés nationales à faire face aux créanciers internationaux, à faire face aux investisseurs privés qui sont leurs partenaires dans le développement de ce réseau. Et donc là, ça interpelle véritablement d'un côté les États à renforcer leur capacité à négocier avec ces instances internationales, avec les banquiers, avec les opérateurs privés, parfois d'envergure, qui n'ont aucun intérêt à transformer localement. Donc même si la société nationale se met en place, il faut qu'elle puisse disposer d'abord d'une volonté politique très forte, de ressources humaines locales capables de défendre les intérêts de l'État, parce qu'il est inéluctable que nous n'allons pas non plus revenir à la prédominance des sociétés publiques, mais nous sommes dans un environnement ouvert où il faut un partenariat assurant un développement inclusif et donc une conjonction des efforts et de la société nationale et de ses partenaires, institutions financières internationales. Yeah, I think that touches on a quite an important point, which is the fact that it's all well and good to talk about these grand initiatives and these grand ambitions, but it's very important to not only have the political will and the political means to implement them, but also the financial means and the financial will to implement them, because without that funding, these projects will simply remain in the domain of the theoretical, which is something that we'll hear at some of the financing workshops a little bit later today. I think it actually provides us with a good point to perhaps take a brief pause here in terms of the discussion and open the floor up to questions from the audience. We've got a very intimate gathering, as I mentioned here, so obviously please feel free to weigh in with your queries as to anything specific that we've mentioned or any issues that we've yet to touch upon. Anybody have any questions? No questions? Certainly. Yeah. I think Amina is right, and I think in addition to the political will from the state side, I think private investors should also recognize that the environment is changing, and not to make excuses for this further development downstream. I mean, there's a usual thing of labor cost and lack of skills and lack of know-how, but I think that's quite passé now. And I think it's very important that when private investor companies are going into a country, they do bear in mind that the aspiration of the countries now is to get more value from their natural resources. And to actually willingly start up front in the negotiations and making space for those sort of negotiations and as part of their business plan, rather than holding back and being forced to the table. And this comes to quite an interesting point, because I was interested to read that the idea of national mining companies or national oil companies is sometimes considered as a form of resource nationalism. And I can never quite get that, because as we start off, the resources belong to the country anyway. I think companies coming in are contractors to the company. So there's, the concept of sort of nationalizing your own resources is a bit of a strange one to me. And particularly to think that when countries are asking for more value out of their natural resources or for more participation in the industry, to consider that as a negative, I think it's way past its time. So I think there should be a real positive attitude of private investors coming in. And that's why I think the De Beers Botswana joint venture
model, which really helped to build skills within the country too. So you find people from Botswana now in the De Beers Mining Company, say in Canada. You know, so it really means that through the private investor, you're able to build skills, you're able to apply technology and knowledge. And you know, so I would really encourage that when private companies come in, they do this. And just to use another example, not from the mining industry, but from Tullow, for example, there's been a real drive to help develop people within the National Petroleum Company in Ghana. So people have been trained, but also given secondments and training within the company. So I think that's another thing that private investors can do, is to really partner with the state companies and to have people from the state companies coming within the company to train and go back. And the fear of conflict of interest or finding out about data, again, that can all be managed. So I think there's a lot that private investors can do to bring out this aspiration of countries. Christian. Je voudrais ajouter trois choses qui me semblent importantes. La première, c'est que aujourd'hui, l'OCDE, mais également EY, et je vous invite tous à aller à la session Oil and Gas. Andy Miller, qui est notre Global Tax Mining Leader et qui est également l'American Mining Leader, est ici et animera un workshop sur le transfer pricing et les notions de transfer pricing, qui est un thème extrêmement sharp, pour utiliser un anglicisme, et à la mode. On se souvient notamment des ennuis de compagnies minières en Zambie sur ce sujet particulier. Donc la notion de transfer pricing aujourd'hui est dans les mains d'un certain nombre d'acteurs, et notamment l'OCDE. Nous-mêmes, nous avons un team tout à fait particulier qui s'appelle Quest, qui s'occupe des policy making et des influences des politiques, de la façon dont on fait les politiques sur la répartition de la richesse. Donc, transfer pricing est quelque chose qui est extrêmement important. Je crois que, comme Rosaline l'a dit, la notion de partage des richesses va être un thème majeur dans les années à venir. Le second point, c'est un point qui me tient à cœur parce que je voudrais couper la tête à une fausse idée ou des choses qui sont véhiculées généralement pour dire que les compagnies minières veulent se goinfrer, manger un maximum sur le dos des gens. Je voudrais simplement dire et rappeler que la plupart des compagnies minières qui sont cotées ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, ont signé un certain nombre de documents internationaux comme la ICMM, l'Equator Principle, etc. Ils sont tenus de respecter toute une série de critères sur le local content, le social license to operate, le resource nationalism, etc. etc. Ne fût-ce que parce qu'ils ont tout intérêt à être bien dans les pays où ils sont pour éviter d'avoir des problèmes ou d'avoir leur exploitation remise en cause. Donc il ne faut pas voir, je ne dis pas que ce sont des anges, il ne faut pas les voir comme des adversaires, mais plutôt comme des partenaires et développer un esprit win-win en tenant compte des forces et des faiblesses des uns et des autres. La Guinée, à ce titre-là, est assez exemplaire parce qu'elle a constaté qu'elle n'avait pas les moyens d'être confrontée à un certain nombre de multinationales en termes de knowledge, en termes d'expertise, et la BAD a mis à sa disposition, au travers d'un certain nombre de lignes de crédit, des fonds pour que la Guinée puisse s'associer avec des cabinets d'avocats internationaux qui font face aux autres cabinets internationaux des clients, ou avec des auditeurs, des experts qui puissent aussi tenir tête à la partie adverse dans les négociations. Et le troisième point, et on en a parlé avec Amina, c'est un point extrêmement important, l'enjeu et la richesse d'une nation ne se jouent pas sur des contingences électoralistes court terme. Donc il faut que les sociétés nationales, et je reviens à ces sociétés nationales, aient une vision et une autonomie, bien sûr, sous réserve de tous les critères de transparence, de bonne gestion, de bon management avec les bonnes personnes à la tête de ces sociétés, ne soient pas l'objet de chantage politique à un moment donné ou à un autre, où on coupe
parce qu'il est plus d'un côté ou de l'autre. Donc la pérennité et la sustainabilité de ces sociétés nationales doit être mise dans une image à long terme et dans un concept de développement à long terme. Je pense que c'est important de le rappeler aussi, parce que quelque part, les dirigeants d'une nation ont entre leurs mains des gens dont ils doivent gérer l'avenir et leur développement. Bah, juste 2 minutes qui restent, mais ensuite, quelque chose à ajouter. J'aimerais suggérer aussi, par rapport au point qui a été évoqué tout à l'heure, de la possibilité de la réticence éventuelle des sociétés internationales à coopérer ou avec les sociétés nationales par de la nationalisation des ressources. C'est sûr que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps à changer. Mais d'ores et déjà, je crois que la coopération entre les sociétés africaines est déjà un bon départ. Parce que l'exemple qui est en train de s'établir entre le Maroc et le Gabon est justement un signal fort pour dire que il ne faut pas qu'il y ait de misperception. Que ce que l'on veut, c'est vraiment valoriser nos ressources dans un rapport gagnant-gagnant. Et il se trouve que nous avons à peu près des trajectoires plus ou moins similaires. Nous avons des écarts de développement pas trop importants. Et nous avons des similitudes, peut-être des contextes qui sont assez proches. Et les sociétés nationales peuvent jouer justement ce rôle de déclencheur, de coopérer entre eux jusqu'à ce que éventuellement des sociétés privées locales aussi entreprennent ce genre de démarche. Excellent. Well, I think that provides us with a very good point to stop, actually. I've just been given the sign from the organizers that our time is up and we're being hooked off stage, but I think that we've been given certainly plenty of food for thought here in terms of not just the roles, but the priorities and the objectives of national mining companies within Africa. We've heard today about the different templates that state intervention can take within the mining sector in Africa. But more importantly, we've heard about the different policy priorities and objectives that these national mining companies can have in terms of employment, in terms of sustainability, in terms of good governance, and in terms of development, not just on the local level within a country, but also on the regional level between countries, as we've heard between Morocco and Gabon. Obviously, that then ties very closely into the ability of these national mining companies to encourage local value addition and local transformation. But as we heard earlier, that can't happen unless the funds and the finances are in place. So ultimately, I hope that you've all been able to take away a few useful tidbits from this discussion. Obviously, the panelists will be here for the remainder of the day, so please don't hesitate to come and chat with them further about following up on this. I'd like to thank you all again for joining us for this first workshop on mining. Again, there will be another couple of workshops later in the day, so please check your agenda if you'd like to follow up on some of these issues. Thank you very much.